Qu'est-ce qui rend le travail si détestable? Comment la hiérarchie et les chefs contribuent-ils au mal-être des travailleurs? C'est à ces questions et bien d'autres auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec Nicolas Framont, sociologue et auteur de l'ouvrage Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination au travail, livre paru en 2024 aux éditions Les Liens qui libèrent. Nicolas Framont, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je suis un lecteur assez régulier de Frustration Magazine, donc c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. Je vous propose de commencer comme première question, d'aller dans le vif du sujet, en vous demandant, mais Nicolas Framont, qu'est-ce qui rend aujourd'hui le travail si détestable? Alors, je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça, mais ces réponses, elles ont un dénominateur commun. Donc, je vais commencer par parler de ce dénominateur commun, c'est, on va dire, l'intensification du capitalisme, c'est-à-dire le fait que la classe dominante du capitalisme, la bourgeoisie, ceux qui possèdent les moyens de production, ceux qui se nourrissent du travail des autres, eh bien, cette classe-là, elle a intensifié son mode d'exploitation de la société, c'est-à-dire à la fois des travailleuses et travailleurs, mais aussi des consommatrices, des consommateurs et puis des contribuables. Ça, c'est le mouvement auquel on assiste depuis une quarantaine d'années, avec une intensification quand même marquée ces 10 dernières années, notamment parce que politiquement, on a un président, un gouvernement qui est très très favorable aux intérêts de cette classe. Et donc ensuite, ça va se traduire plus concrètement de plusieurs manières. Dans le secteur privé, ça va se traduire par des politiques d'intensification du travail, c'est-à-dire qu'on va essayer de tirer le maximum de richesse du travail des gens. Et pour ça, on va mesurer davantage leur travail. On va aussi multiplier les méthodes de management qui vont faire en sorte de tirer le maximum des personnes au détriment de leur santé, de leur libre arbitre et de leur, j'ai envie de dire, de leur citoyenneté, puisque ça crée des méthodes de management qui sont beaucoup basées sur le contrôle et la surveillance. Alors ça, c'est pour le secteur privé. Et pour le secteur public, la logique, elle est un petit peu différente. C'est-à-dire que le secteur public, son but, ça va pas être de faire plus de profit, mais de faire plus d'économies. Globalement, les politiques menées ces dernières décennies consistent à alléger le secteur public, alléger la sécurité sociale pour qu'il pèse moins financièrement sur le capital, sur la classe dominante, qu'il soit plus économe, qu'il soit moins, qui ponctionne moins le capital, ce qui était quand même le projet initial de nos services publics et de notre protection sociale après la libération, ça a été de dire on va financer, on va ponctionner une partie du capital, une partie des richesses produites pour s'assurer collectivement. Donc ça, voilà, les gens qui travaillent dans le service public, eh bien, ils subissent à fond ces effets-là. Et je dirais que ça concerne aussi le secteur associatif, parce que le secteur associatif, c'est un peu un prestataire du secteur public. Le secteur associatif, il est également mis sous pression pour être toujours moins coûteux. Et donc, qui dit une structure moins coûteuse, dit des travailleurs moins bien traités, qui peuvent moins bien faire leur travail, qui ont l'impression de pas pouvoir mener leurs tâches comme ils l'entendent. Ça, c'est un peu les grandes lignes de ce que j'ai pu remarquer, et je suis pas le seul, évidemment, j'ai pas inventé ce constat tout seul dans mon coin, c'est quelque chose qu'on peut lire sous divers autres plumes. Dans votre ouvrage, vous consacrez une large partie d'ailleurs de cet ouvrage sur la notion de hiérarchie et sur le fait qu'elle incarne à la fois ce que vous venez d'évoquer et qu'elle est une source de détestation, on va dire, du travail. Donc, ce qui m'amène cette question, c'est qu'est-ce qui rend cette hiérarchie si détestable? Déjà, bon, on peut dire que anthropologiquement, est-ce qu'on est fait pour avoir des chefs? C'est pas évident, Il y a des nombreux travaux, même d'anthropologie, de sociologie, qui montrent qu'il y a eu des types de sociétés où ça semblait plutôt peu naturel, mais c'est vrai que ça a été un schéma largement dominant dans notre histoire, donc admettons. Mais qu'est-ce qui rend les hiérarchies particulièrement insupportables maintenant, je dirais, parce que à la limite on peut ergoter sur est-ce que philosophiquement on est fait pour avoir des chefs ou pas. Ça, je mets cette réflexion de côté. Maintenant, je me tourne vers vraiment qu'est-ce qui fait que la plupart des gens détestent leur chef, ce que montrent la plupart des enquêtes d'opinion sur le travail. La plupart des gens, ils sont pas satisfaits de leur hiérarchie, c'est un problème quotidien pour eux. Et la plupart des gens pensent qu'ils feraient mieux leur travail, ils feraient mieux le travail de leur chef s'ils étaient à leur place. Ça, c'est un résultat qui est
intéressant, qui est un peu drôle, mais quand même assez révélateur. Donc en fait, je pense qu'il y a eu des mutations dans le système hiérarchique ces dernières décennies. Donc une des premières mutations, c'est déjà que les hiérarchies ont augmenté. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'échelons hiérarchiques dans une entreprise privée, par exemple, mais c'est aussi le cas dans le public. Il y a une inflation hiérarchique avec beaucoup plus de cadres, beaucoup plus de gens dont le métier est de régir, d'encadrer et d'optimiser le travail des autres. En fait, quand vous faites quand vous faites un travail dans ce pays comme ailleurs d'ailleurs, bah, vous allez avoir énormément de gens qui vont se mêler de vous dire comment vous devriez le faire, comment vous ne devriez ne pas le faire, quelles nouvelles règles vous devez appliquer, quelle nouvelle organisation on doit mettre en place, etc., etc. Donc ça, c'est l'inflation hiérarchique. Et cette inflation hiérarchique, elle est liée au phénomène que j'ai décrit précédemment, c'est l'intensification du capitalisme. À partir du moment où vous devez absolument dégager 15% de profit par an, ou que vous devez absolument économiser des dizaines de milliards sur le budget de l'État, bah, il faut des gens pour faire en sorte que tout le monde contribue à cet effort un peu de guerre sociale. Et pour contribuer à cet effort de guerre sociale, il faut des caporaux, il faut des capitaines, il faut des gens qui soient là pour faire en sorte que tout le monde se plie à cet impératif, qui est un impératif qui ne sert à personne. En gros, la hiérarchie, elle a avant tout un pouvoir de contrôle et de surveillance, et si on a de plus en plus besoin de hiérarchie, c'est qu'on fait faire aux gens des choses qu'ils réprouvent de plus en plus. Donc ça, c'est quand même une des explications, et je pense que oui, je pense que c'est l'explication principale de pourquoi les hiérarchies sont de plus en plus insupportables. Peut-être qu'une autre explication, c'est sur la partie comment on devient chef actuellement. Je dirais que la hiérarchie, elle n'a pas toujours eu le même mode de justification que maintenant. Il y a un profil de chef qui a vraiment pris son essor, que je décris dans le livre. C'est vraiment le chef bureaucratique, hein. C'est-à-dire la personne qui est là parce qu'elle est censée avoir la compétence technique de diriger les autres. Elle est censée être compétente, elle a fait des diplômes, elle a fait une école de commerce, et c'est ça qui lui donne du pouvoir sur les autres, et pas tant le fait de maîtriser ou d'avoir une expérience dans le secteur professionnel en question. D'ailleurs, maintenant, il y a énormément de chefs qui, au niveau des top directions, on va dire, au niveau vraiment en haut, les PDG des entreprises françaises, privées ou publiques, hein, c'est des gens, ils restent vraiment pas longtemps dans la même entreprise. Donc, en fait, ils n'ont pas de connaissance intime des rouages d'une structure de travail, d'une organisation du travail. Et c'est même ça qu'on attend d'eux. C'est-à-dire que vraiment, le profil du chef incompétent dans son domaine, c'est quelque chose qui est nécessaire pour l'intensification du capitalisme, parce que, un, on veut des chefs qui s'attachent pas trop, et deux, on veut des chefs qui soient capables d'imposer des décisions sans se demander si c'est le sens du métier, si ça va dans les valeurs de l'entreprise, tout ça, ils sont censés s'en moquer un maximum. Donc voilà. En gros, ce qui rend la hiérarchie insupportable, c'est qu'elle est de plus en plus omniprésente, de plus en plus nombreuse, et qu'elle est de moins en moins, on va dire, légitime, vraiment. Oui. Mais d'ailleurs, je rebondis sur ce que vous venez de dire, sur le fait qu'il y ait des chefs qui restent peu de temps. Vous avez consacré plusieurs pages à ça dans votre ouvrage, montrant que le fait de rester peu, ça permet à ces chefs de pas vivre avec leurs décisions et de pas, au final, être responsables des conséquences de tout ce qu'ils ont pu mettre en place. Oui. Et est-ce que c'est pas là aussi l'un des facteurs de détestation, on va dire, de ces types de chefs-là? En fait, oui, parce qu'en fait, dans la notion de chef, il y a des mythes qui sont associés à cette notion de chef. J'y reviens beaucoup dans le livre. Un certain nombre de mythes qui, comme leur nom l'indique, hein, sont plutôt faux ou correspondent pas à la réalité. Il y a un des mythes que j'ai vraiment décortiqué, c'est le mythe des grosses responsabilités. Oui. On va dire, voilà, le chef ou le patron, hein, c'est quelqu'un qui, certes, a une série de privilèges, hein, je sais pas, ça peut être une voiture de fonction, ça peut être relativement libre de ses horaires, ne devoir pas rendre de compte systématiquement comme le doivent faire les exécutants, mais en contrepartie, il porte vraiment de lourdes responsabilités sur ses épaules. Et moi, vraiment, j'ai interrogé cette notion de responsabilité. Qu'est-ce qu'on entend par là? Déjà, être responsable, c'est effectivement devoir assumer les conséquences de ses décisions. C'est-à-dire potentiellement, vous prenez la mauvaise décision, vous allez en subir des conséquences négatives. Est-ce que c'est le cas dans le capitalisme? Bah, plutôt pas. Notamment les décisions qui ont des impacts sociaux forts, c'est pas quelque chose qui vont avoir des conséquences négatives sur la vie des DRH ou des directeurs financiers. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse, hein.
quand dans une moyenne ou grande entreprise, vous avez un plan social, par exemple, les DRH sont intéressés financièrement, hein, touchent des primes si le plan de licenciement est mené à bien sans anicroche. Donc, on va dire que non, ils vont vraiment pas subir les conséquences négatives des décisions. Alors, quand on regarde vraiment le patronat français, le grand patronat français, j'ai fait certains portraits, hein, on pourrait citer Thierry Breton, on pourrait citer Bernard Tapie, des gens qui par ailleurs sont... Alors Thierry Breton, maintenant, c'est quand même commence à se savoir, hein, qu'il a fait que des mauvaises décisions, mais ça fait des décennies que ce monsieur sévit dans le capitalisme français et qui coule les boîtes une après les autres, ou prend des mauvaises décisions sur leur évolution qui les font vraiment basculer. Et c'est pareil sur Bernard Tapie. Bernard Tapie, il a eu l'image d'un super entrepreneur. En réalité, quand on voit son parcours entrepreneurial, en fait, c'est souvent des entreprises qui ont fait faillite, ou d'ailleurs, il s'est servi, lui, les autres actionnaires, pour sur le dos des salariés. Donc, en fait, c'est ça, hein, le chef idéal, hein, mais qui n'existe pas vraiment finalement. C'est quelqu'un qui, quand les choses vont mal, ça irait mal aussi pour lui. Et comme ça, on se dit bon il est forcément de notre côté parce que quand même lui aussi, il a des choses dans la balance. C'est vrai dans certaines structures. Et encore, il faudrait toujours vérifier, parce que ça, c'est, comme je dis, c'est souvent un mythe, hein, même dans les petites entreprises. Le petit patronat, il en fait toujours des caisses en disant, voilà, moi j'ai hypothéqué ma maison, moi je me paye pas, etc. Moi, je dis toujours aux salariés, allez vérifier ce genre d'éléments, parce que parfois, c'est aussi un storytelling, hein, une histoire racontée. Mais d'une façon générale, voilà, en fait, la responsabilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir pâtir des décisions négatives, elle est minime. Et effectivement, hein, comme je le dis, mais je suis pas le seul à l'observer, le fait que les hiérarchies tournent énormément, enfin, que les hiérarchies ne restent pas toujours au même endroit, c'est une façon de faire en sorte qu'elles ne soient pas trop exposées affectivement et intimement aux entreprises sur lesquelles elles vont prendre des décisions socialement difficiles ou inacceptables. Donc, le chef ou les chefs et la hiérarchie en soi sont des facteurs de détestation, on va dire, du travail. Mais si on prend l'inverse de ça, c'est-à-dire l'absence de chef, l'absence de hiérarchie, est-ce que c'est pourtant, est-ce qu'on pour autant on se retrouve dans une situation qui est plus favorable pour le travail? Et pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que le sociologue Albert Meister, qui a étudié, qui a consacré même sa vie à l'étude de l'autogestion, a montré que des structures qui sont parfois militantes finissent par reproduire ce que vous venez d'évoquer. Finissent par reproduire ces structures hiérarchiques et des rapports, on va dire, de domination entre les personnes. Je me pose donc cette question, est-ce que c'est vraiment possible de s'extraire de la hiérarchie? Alors, en fait, moi, je pense que, je ne sais pas si les structures autogestionnaires très militantes sont des bons exemples. D'ailleurs, c'est vrai que c'est beaucoup des échecs, parce que les gens qui la composent sont des gens particuliers, qui vont être pénétrés d'un certain nombre d'idéaux, qui vont avoir des exigences très importantes, et où en plus il peut y avoir des questions d'ego, etc. Enfin, l'éthos de militants, moi je connais bien ce milieu, il est particulier. Donc, mais ça veut pas dire que pour autant je recale ces conclusions. Moi, ce que j'aime bien, c'est déjà faire des expériences de pensée. Moi, je pousse à s'imaginer ce que serait son travail sans son hiérarchie, se demander si on a vraiment besoin de son chef. Moi, c'est souvent ce que je demande aux gens, voilà, quand je parle de leur travail, c'est qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu t'en sortirais sans? Si oui, comment? Et en fait, la réponse est pas, c'est pas soit la hiérarchie, soit rien. En fait, pour moi, c'est autre chose, c'est de l'organisation. C'est-à-dire l'absence de hiérarchie n'implique pas l'absence d'organisation. En fait, dans hiérarchie, il y a l'idée d'un pouvoir qui est fixe dans le temps et qui est attribué aux mêmes personnes et qui ne peut pas être mis en question. C'est ça une hiérarchie, globalement. Hein. La hiérarchie militaire, c'est ça. Hein. Vos chefs sont vos chefs, vous devez les écouter quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, l'insubordination est gravement punie. Donc c'est ça qu'on observe dans une moindre mesure dans la plupart des structures du monde du travail. Or, voilà, il ne faut pas confondre le pouvoir et la domination. La domination, c'est un pouvoir qui est accordé sur le long terme et qui ne peut pas être mis en question. Le pouvoir, c'est quelque chose dont on dispose de façon éphémère et potentiellement questionnable. Donc, avoir du pouvoir dans une organisation du travail, ça peut être possible. Moi, ce que je prône, en fait, c'est une organisation du travail qui passe pas par la fixité du pouvoir, mais qui attribue le pouvoir en fonction des besoins réels, déjà. Moi, j'invite vraiment à se demander à quel point on a besoin de gens qui ont le pouvoir, qu'est-ce qu'on attend des chefs, hein, parce qu'on dit il faut des chefs, sinon ça va être le chaos.
d'accord, listons les tâches qui sont requises de la part d'un chef. Ça, on le fait rarement en réalité, parce qu'il y a une sorte d'aura sacrée autour du chef. On n'ose pas vraiment leur demander ce qu'ils font vraiment ou ce qu'ils apportent vraiment. On n'est pas censé questionner ça. Et en réalité, moi, dans le livre, je dis que voilà, en gros, un chef, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une fonction de contrôle et de surveillance. Donc ça, c'est très important dans un système capitaliste où on pousse les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire et on les fait travailler en leur volant une partie de leur travail, hein, finalement, parce que c'est ça le capitalisme. Donc là, effectivement, il faut des gens qui contrôlent et qui surveillent, parce que rationnellement, tout le monde va pas suivre, va pas faire des excès de zèle. Alors, on a si, mais parfois non. Puis ensuite, il faut des gens qui... Donc ça, à la limite, la fonction de surveillance et de contrôle, il faut se demander si on en a encore besoin dans une organisation différente où les gens ne seraient pas exploités, par exemple. Donc, dans une perspective où il y aurait plus de séparation entre le capital et le travail, par exemple, où ceux qui possèdent ceux qui décident sont aussi ceux qui possèdent, hein, donc le modèle coopératif dont vous avez parlé. Moi, il me semble que la fonction de surveillance et de contrôle, elle est moins essentielle que dans une entreprise capitaliste à but lucratif, à but de production de dividendes. Ça, c'est une première chose. Mais ensuite, il existe d'autres attentes du chef qu'on peut peut-être pas balayer d'un revers de main. Je pense par exemple à la coordination. La coordination, c'est le fait de faire en sorte que chacun fonctionne au même rythme, que le travail des uns réponde au travail des autres. On va dire c'est un peu la fonction du chef d'orchestre, quand bien même apparemment un orchestre pourrait fonctionner sans chef d'orchestre, paraît-il. Hein, mais je suis pas expert en musicologie pour pouvoir affirmer ça, mais là encore, hein, il y a une dimension très symbolique et sacrée dans le rôle du chef d'orchestre. Mais admettons, le chef d'orchestre, on voit bien que c'est quelqu'un qui donne le tempo général à tout le monde et puis fasse en sorte que les solistes s'accordent avec que sais-je. Donc ça, la fonction de coordination, elle est intéressante. Et puis, il existe aussi d'autres fonctions. Je parle de la fonction on en reparlera peut-être, mais de meneuse, de meneur, hein, ce qu'on traduit en anglais par leader. Peut-être qu'il faut des gens, effectivement, qui donnent l'impulsion à un groupe. Bref, en fait, vraiment décomposons ce qu'on attend des chefs et voyons ce qu'on veut garder et ce qu'on veut laisser. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut pas poser des absolus parce que les absolus, c'est souvent décevant. Par exemple, si on se dit on veut vraiment une structure sans pouvoir, c'est sûr que ça demande vraiment à se creuser la tête. Moi, je dis il faut une structure sans domination. Ça implique qu'il peut y avoir du pouvoir, mais il est accordé autour de tâches précises à des gens pendant un temps donné. Il peut être questionné, il peut être remis en question. Par exemple, les membres de la structure peuvent avoir un droit de veto, hein, peuvent avoir le droit de dire non ou de contester une décision. On peut imaginer tout ça. Et ensuite, et puis par exemple, le fait d'avoir du pouvoir devrait pas donner plus d'argent. Enfin, on pourrait imaginer en tout cas des règles différentes, et c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de structures de l'économie dite sociale et solidaire, de l'économie coopérative, donc qui a été notamment pas mal étudié dans le livre de Simon Cotin-Marx et Baptiste Milondo, là, qui s'appelle Travailler sans patron. C'est intéressant ce livre parce que c'est vraiment une documentation des exemples existants. Et voilà, ils vont d'une entreprise à l'autre. Ils nous disent, eux, ils ont choisi de fonctionner comme ça. Eux, ils ont choisi de fonctionner comme ça. On voit qu'à chaque fois, il y a des forces, il y a des faiblesses. C'est pas des systèmes parfaits, hein, vraiment. Mais je trouve que c'est des systèmes qui montrent qu'il est possible, en tout cas, de fonctionner autrement et d'interroger quand même vraiment le principe de hiérarchie sans que tout s'effondre. Voilà. Mais je pense qu'il faut aller effectivement pas à pas et qu'il n'y a peut-être pas de réponse définitive, mais en tout cas, pour moi, le fait de pouvoir se poser collectivement la question, ça change tout, ça change vraiment tout. Oui, tout à fait. Et vous avez, il y a quelques instants, distingué la notion de leadership et de hiérarchie. C'est d'ailleurs quelque chose que vous distinguez aussi dans votre ouvrage. Vous avez parlé de meneur ou de meneuse. Le terme, on va dire, le plus couramment utilisé est aujourd'hui leadership, même si c'est un terme qui sonne assez creux. Vous avez essayé de le réhabiliter en expliquant qu'il peut nous aider à nous libérer de la hiérarchie et donc de ce pouvoir, on va dire, fixe que j'ai évoqué tout à l'heure et qui est pas forcément remis en cause et qui amène de la domination. Et ce qui m'intéresserait, moi, c'est de savoir ce que vous entendez par ce principe de leadership, parce que comme je le disais, c'est un terme qui est devenu un peu aujourd'hui fourre-tout et qui a plus véritablement de sens. Et aussi, qu'est-ce que peut permettre ce leadership, qu'est-ce qu'il peut amener comme contre-pouvoir? Alors, en fait, pourquoi j'en suis arrivé à parler quand même de leadership? Alors,
je sais pas si je devrais dire leadership ou parler de meneur, meneuse. À la limite, je me demande si je préfère pas la version française, parce qu'effectivement, la version anglo-saxonne, elle est très connotée. Oui. Elle est très connotée, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un terme qui est monopolisé par le jargon managérial, et je pense qu'il donne des boutons légitimement à énormément de gens, hein. Mais pourquoi quand même je me suis dit que je pouvais pas balayer cette question d'un revers de main. C'est dans le livre, je parle des en fait notamment des gens qui s'opposent, hein, des rebelles, hein, au travail, et il y en a, en disant que c'est une figure qui est quand même importante, et qui est souvent stigmatisée justement au nom d'une sorte d'égalitarisme anti-syndicaliste, hein, souvent, qui est de dire ah, un tel c'est une grande gueule, il est toujours en train de l'ouvrir, c'est quelqu'un qui voilà, qui se met en avant. En fait, il va y avoir des arguments comme ça qui vont être déployés contre des salariés qui se rebellent contre la hiérarchie et contre la domination au travail. Or, ces personnes-là, hein, je parle de différents conflits sociaux, d'ailleurs victorieux ces 10 dernières années, bah il y a des personnes qui ont vraiment changé la vie de leurs collègues, parce qu'à un moment donné, ils ont pris la parole et ils ont dit maintenant c'est plus possible, et par leur caractère, par leur charisme, par leur bagou, ils ont réussi à entraîner derrière eux leurs collègues qui ont décidé de se battre, hein. Donc dans les exemples, il y a Rachel Keke qui a mené la grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis, qui ensuite a été députée pendant 2 ans, et je cite divers autres syndicalistes qui ont mené des combats victorieux. Bon, bah, ces personnes-là, on voit bien qu'elles avaient quelque chose de l'ordre du leadership. Alors, en tout cas, elles ont réussi à incarner une forme d'espoir et de rébellion positive. Donc, déjà, dans la remise en question de cette souffrance au travail, de cette domination au travail, on voit bien que par moment, bah, on peut compter sur des gens qui, pour plein de raisons, hein, qu'il est d'ailleurs difficile à définir, ont été les premières à relever la tête, ou en tout cas ont eu la force et de relever la tête et d'entraîner les gens derrière eux. Ça, c'est pas rien. Donc ensuite, dans une organisation du travail, qu'est-ce qu'on fait de ça? Bah moi, je pense que à un moment donné de l'existence d'un groupe, oui, il y a des gens qui donnent l'impulsion d'aller faire quelque chose, de poursuivre tel objectif, tel projet, et que c'est pas forcément quelque chose à comment dire, à mettre de côté. Mais par contre, ce que je crois vraiment, c'est que d'une part, ça ne dure pas forcément dans le temps. C'est pour ça que quand on crée des hiérarchies, c'est-à-dire qu'on fige dans le temps, la hiérarchie vraiment fige dans le temps un certain nombre de caractères, ça peut pas fonctionner. C'est-à-dire que quelqu'un qui à un moment donné a été un meneur, une meneuse inspirante pendant quelques années, bah, peut-être qu'au bout d'un moment, son système un peu de remise en cause de l'ordre établi va se crisper avec le temps, puis ça va devenir quelqu'un de beaucoup plus bureaucratique, auquel cas ça va plus du tout être quelqu'un qui est un meneur, une meneuse. Donc moi, je plaide vraiment pour reconnaître ce statut, mais en faire quelque chose d'éphémère, à la hauteur de ce que c'est réellement, c'est-à-dire que ça va tout le temps être interrogé, etc., et que ça ne donne pas, quelque part, plus de pouvoir que les autres, quoi. Pour moi, en fait, d'ailleurs, hein, les bonnes meneuses, c'est des gens qui en fait, savent exprimer ce que le groupe pensait déjà. C'est juste que eux le disent tout haut, et c'est pour ça qu'ils sont suivis. C'est pas des gens qui ont sorti leur petite idée et qui, du coup, tout le monde va les suivre parce que leur idée est géniale. Ça, on va dire, c'est la vision libérale et capitaliste du leadership. C'est vraiment quelqu'un qui a son idée géniale et tout le monde va le suivre. Et d'ailleurs, souvent, c'est un mythe, hein, quand on regarde vraiment le parcours de toutes ces grandes figures soi-disant inspirantes du capitalisme, notamment digital. On voit que c'est des gens qui, en fait, n'ont pas eu une idée géniale dans leur coin, ont bénéficié d'un écosystème qui fait que leur idée a été accueillie positivement. Voilà. Bon. Donc en réalité, le leadership, c'est jamais quelqu'un tout seul qui a une idée, c'est quelqu'un dont l'idée correspond à l'état d'esprit du groupe à un moment donné. Donc c'est pour ça que pour moi, ça peut pas être toujours la même personne, parce qu'en fait, bah, au bout d'un moment, les personnes sont déconnectées de leur base, et ça, c'est quelque chose qu'on observe dans tous les groupes, quoi. À partir du moment où on attribue un poste clé à quelqu'un, bah, il va se couper un petit peu de la réalité du travail, et au bout d'un moment, il va dire des choses qui semblent complètement aberrantes. Donc moi, j'encourage vraiment à ce que cette fonction-là, ça soit pas vu comme un caractère figé, qu'appartienne définitivement à quelqu'un. Il y aurait des gens qui seraient intrinsèquement des leaders, des gens qui seraient intrinsèquement des suiveurs. Ça, c'est une idée qui est fausse et qui est bête, hein, qui est essentialiste, et voilà, et surtout qui a des effets déplorables. Non, il faut à reconnaître que par moment, il y a des gens qui mènent un groupe, et que ça peut être intéressant de l'admettre,
avec énormément de limites, de garde-fous, et en faisant en sorte que cette attitude, cette démarche puisse toujours être mise en question par le groupe. Voilà un peu ma vision du leadership que j'aurais intérêt à nommer autrement, parce que sinon, ça peut vraiment... quand je m'entends dire leadership, je me dis, oh là là, on va se dire que le rédac chef de frustration, il est en train de se convertir aux sirènes du néolibéralisme. Non, pas du tout. Ça y est, c'est officiel. Voilà. Vous allez parler dans quelques instants du leadership authentique et on va glisser. On va vraiment glisser. Ah, mais on est en train de glisser, hein. Je voudrais conclure avec une ouverture, c'est-à-dire que dans la fin de votre ouvrage, vous évoquez le syndicalisme et vous évoquez aussi les particularités du syndicalisme américain. Et j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce que l'on a à envier de ce syndicalisme-là et de quoi on pourrait s'inspirer pour peut-être redonner un sursaut au syndicalisme français. Oui, alors je parle du syndicalisme américain. Presque un peu, ça peut sembler un peu provocateur, parce que c'est aussi une façon de retourner certaines représentations qu'on a. On a cette représentation qui est de plus en plus fausse, malheureusement, de la France comme étant un pays intrinsèquement socialiste, avec des relents de communisme et un syndicalisme omniprésent, où on serait les champions de la grève dans le monde entier. Alors c'est vraiment faux, et ça l'est d'autant plus actuellement. En France, on a un syndicalisme qui est structurellement assez faible, qui est peu de gens qui sont syndiqués en France, à moins de 10% maintenant, c'est encore moins dans les jeunes générations. Et en ce sens, le syndicalisme états-unien, il est lui aussi structurellement faible. Les gens sont faiblement syndiqués aux États-Unis. Mais ce que je constate, c'est que ces 10 dernières années, particulièrement d'ailleurs, c'est vraiment ces dernières années-là, il y a eu un certain nombre de victoires assez écrasantes de la part de syndicats américains. Je pense notamment à la victoire des travailleuses et travailleurs de l'automobile, qui ont obtenu des hausses de salaire très très importantes et un certain nombre de changements de règles. Je pense aux travailleuses de la culture à Hollywood. Et là, tout récemment, c'était la semaine dernière, victoire écrasante pour le coup des syndicats de Boeing, qui ont obtenu, après des semaines et des semaines de grève, où ils ont quand même réussi à mettre en grève plus de la moitié des salariés du groupe, et vraiment de bloquer la production, donc avec des pertes financières catastrophiques pour un groupe qui était déjà en mauvaise situation. Du coup, ils ont obtenu vraiment une énorme part du gâteau, enfin une part beaucoup plus importante du gâteau. Alors voilà, je pense aussi aux travailleurs de la restauration qui syndiquent de plus en plus de restaurants, y compris de restaurants appartenant à des grandes chaînes comme Starbucks, etc. Donc il y a des progrès qui ont été faits. Alors qu'est-ce qu'on peut pourquoi ces progrès aux États-Unis, et pourquoi en France il y a quand même une stagnation? Oui, il y a une stagnation évidente, puisque au niveau national, les syndicats ont quand même été responsables, ou en tout cas ont subi des défaites majeures. Je pense notamment à la défaite de la mobilisation contre le projet de loi de réforme des retraites de 2023, qui était quand même un projet de loi qui était rejeté par 90% des actifs français. Et pourtant, la mobilisation n'a pas réussi à changer la donne. Donc ça, c'est quand même une énorme défaite sur laquelle il faut vraiment réfléchir. Et puis, en fait, même branche par branche, entreprise par entreprise, finalement, au global, on perd, puisque là, vraiment, l'année dernière, les salaires dans le secteur privé ont diminué en euros courants. C'est-à-dire que il n'y a pas eu d'augmentation de salaire qui ont été à la hauteur de l'inflation, ce qui fait qu'on a perdu en salaire. Et dans les secteurs les plus précaires, des gens qui font des métiers physiques, pénibles, etc., la baisse a été très significative. Donc bon, maintenant qu'on a fait ce panorama, qu'est-ce qui explique ces différences? Moi, je pense qu'il y a une explication. Alors, c'est pas moi qui l'ai trouvé tout seul, c'est notre spécialiste des États-Unis à Frustration Magazine qui a écrit un article dans le dernier numéro papier annuel, donc le numéro 2024, qui explique un peu de quoi on peut s'inspirer dans le syndicalisme états-unien. En fait, sa théorie qu'on partage, c'est qu'en réalité, le syndicalisme états-unien a été très peu institutionnalisé. C'est-à-dire que, contrairement au syndicalisme français qui a été très intégré dans le fonctionnement des entreprises et des administrations,
voilà, qui peut assister à un certain nombre de réunions, qui a un avis consultatif à donner sur énormément de sujets. Le syndicalisme américain, il n'est pas intégré aux institutions. Donc, à première vue, ça a l'air d'être une faiblesse, mais en réalité, ça fait que il y a très peu de bureaucratie. Bureaucratie, c'est vraiment le fait de passer plus de temps dans la réflexion institutionnelle que dans l'action revendicative et dans le rapport de force. Bon, aux États-Unis, les syndicats étant pas du tout intégrés par le patronat, que ce soit de façon consultative ou pas, ont énormément de temps pour développer des techniques d'organisation à la base qui consistent à préparer notamment des grèves. Donc en fait, c'est des gens qui inlassablement vont d'un endroit à l'autre, sympathisent avec leurs collègues, organisent des repas, des festivals, que sais-je, ce qu'on appelle le community organizing, et qui du coup se retrouve à avoir une force de conviction très importante et qui est sans doute d'autant plus forte que c'est des gens qui sont très peu institutionnalisés, donc qui sont pas du tout vus comme de potentiels alliés de la direction. En France, c'est très différent. On a des syndicats qui sont très intégrés aux institutions, mais qui n'ont pas de pouvoir pour autant. C'est ça que je trouve perdant-perdant pour le coup, c'est qu'ils sont perdants au sens où le temps conséquent qui passe en réunion, qui passe dans cette institutionnalisation qui prend beaucoup de temps et qui s'appelle dialogue social, et qui est pas du tout un dialogue en réalité, qui est un monologue, c'est autant de temps qu'ils vont pas passer avec leurs collègues à essayer de refonder de l'action collective à la base. Ça, c'est une première chose. Bien sûr, il y a énormément de contre-exemples à ce que je dis, donc vraiment pas que certains syndicalistes dont je connais leur capacité à être proche de leurs collègues se sentent visés. Je parle évidemment de la masse du syndicalisme français, qui est pas du tout un syndicalisme de rapport de force. Mais voilà, ça c'est une première chose. C'est perdant de ce point de vue-là. Et puis c'est perdant parce que justement cette institutionnalisation du dialogue social ne donne aucun pouvoir et en donne de moins en moins. Globalement, les dernières réformes du Code du travail, je pense en particulier à celle qui a été mise en place sous François Hollande en 2016, puis celle qui a été mise en place par Emmanuel Macron fin 2017, c'est des réformes qui ont vraiment réduit à néant les quelques pouvoirs dont disposaient les syndicalistes dans cette institutionnalisation. Donc en fait, rester dans cette institutionnalisation du syndicalisme, ça affaiblit et voire même ça crée beaucoup de suspicions. Moi, je vois beaucoup de salariés qui voient beaucoup les syndicats comme des alliés de la direction, ce qui sont dans certaines entreprises. Donc la mauvaise image du syndicalisme, elle est aussi liée à ça. Elle est aussi liée au fait que le syndicalisme français est aussi très réprimé. C'est-à-dire que le problème, c'est que le bon syndicaliste pour le patronat, c'est celui qui vient à la réunion, qui est respectueux, qui n'engage jamais le moindre bras de fer. Le mauvais syndicaliste, c'est celui qui essaie de créer un rapport de force, qui se mêle un peu trop de savoir ce qui se passe dans les comptes de l'entreprise. Alors lui, par contre, il subit une répression très intense. Et ça, il y a un rapport du Défenseur des droits qui est sorti en 2019 qui l'a vraiment montré. Donc, voilà les quelques différences entre syndicalisme américain et syndicalisme français. Moi, je trouve que les syndicats américains sont aussi très stratégiques. La grève de Boeing, pour moi, c'est vraiment emblématique. C'est-à-dire que votre entreprise est en difficulté. Si vous étiez un syndicaliste un peu co-gestionnaire, vous diriez « Ah bon, l'entreprise est en difficulté, donc on va serrer les coudes ». Eh ben non, au contraire, là, on a des syndicalistes qui sont dans le rapport de force et du coup qui ont profité de ce moment où l'entreprise est affaiblie pour, quelque part, se servir de cette faiblesse pour obtenir ce qu'ils voulaient. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Moi, je trouve que c'est une belle leçon de stratégie. Et franchement, être capable de mobiliser des dizaines de milliers de personnes qui vont perdre en salaire et quand même dans un contexte, parce que souvent, les syndicalistes français disent oui, mais nous, c'est très difficile de lancer des grèves en ce moment parce que les gens sont très pauvres, ils sont précaires. Oui, alors allez dire ça à des syndicalistes américains dans un pays où il n'y a aucun filet de sécurité pour la population, où concrètement vous mettre en grève peut vous faire perdre votre assurance santé. C'est bien la preuve que quand on a les bons arguments, quand on a réussi à mettre en place une dynamique collective, on arrive à déplacer énormément de montagnes. Donc pour moi, c'est assez, c'est un exemple très intéressant, mais il y en aurait d'autres. Il y a un renouvellement du syndicalisme au Royaume-Uni, dans d'autres pays d'Europe et d'ailleurs ailleurs en Asie du Sud-Est. Donc, je dirais que le syndicalisme français, il est un peu englué dans une certaine, dans cette institutionnalisation et dans cette idée fausse qui nous a vraiment été inculquée depuis notre tendre enfance, selon laquelle on serait un pays où finalement les travailleurs et les syndicats auraient énormément de droits. C'est entièrement faux. Voilà. Nicolas Framont, merci. Mais merci beaucoup. C'est ainsi que se termine notre épisode consacré à l'ouvrage « Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination au travail », livre paru en 2024 aux éditions Les Liens qui libèrent. Je remercie très chaleureusement Nicolas Framont pour sa participation et je vous dis à très bientôt.